expliquer, comme je dis en amont, la situation qui passe à l'UDPS. Au fait, essayez un peu de nous expliquer qu'est-ce qui se passe exactement à l'UDPS. Merci madame pour cette question-là. Aujourd'hui à l'UDPS, ce qui se passe, ce n'est rien d'autre que l'expression de la liberté. La liberté d'expression, c'est un des piliers de la démocratie, même d'un état de droit que prône notre président de la République et l'ex-président du parti. Alors, dans un tel espace, il faut qu'il y ait échange, il faut qu'il y ait débat. À l'UDPS, il n'y a pas d'idée unique. On ne vit pas avec une pensée unique, un peu comme pour dire parti unique de la dictature. Nous, on vit avec le pluralisme d'opinion et on fait des débats de manière démocratique. Ce qui se passe aujourd'hui à l'UDPS, ce n'est rien d'autre que ça. C'est l'expression de la liberté et du droit. C'est ce qui fait que vous voyez comme si c'est des tumultes. Mais c'est une affaire interne, un conflit familial. Ce n'est pas un conflit politique. Un conflit familial, mais aussi important pour que la population puisse aussi maîtriser. Parce qu'aujourd'hui, l'UDPS, ça fait partie. Donc, c'est un parti au pouvoir, un parti présidentiel. Alors, moi, j'aimerais essayer un peu de comprendre sur les statuts. Aujourd'hui, on parle de statuts que le défunt Etienne Tshisekedi a laissé. Alors, bien, ce sont des histoires qui touchent plus le droit. Alors, est-ce qu'on pourrait au moins comprendre que disent ces deux statuts que le défunt Tshisekedi a laissé? Exactement, merci pour la question. En réalité, le problème de statut, je serai bref, hein, je prends juste l'essentiel pour expliquer le problème qu'il y a. Il est dit que lorsque le président est indisponible, on met en place un directoire pour que, après un mois, on convoque les congrès. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Notre président n'est pas indisponible, n'est pas frappé d'incapacité de conduire le parti. C'est parce qu'il a des fonctions officielles au niveau du pays qu'il a délégué son pouvoir à un autre président. Donc cette disposition-là ne s'applique pas dans ces cas présents à l'UDPS. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres amis qui ont interprété dans le sens qu'aujourd'hui, comme le président n'est pas disponible, il faut qu'il y ait un congrès, alors que le président de la Convention démocratique prenne le parti avec un directoire pour organiser les congrès. Je crois que ce n'était qu'une mauvaise interprétation, mais cela n'empêche que, de l'autre côté, que M. Jean-Marc Kabound puisse avoir quand même une oreille ouverte vis-à-vis des revendications des autres, parce que nous formons tous une seule famille. Et comme je l'ai dit, le conflit à l'UDPS, ce n'est pas un conflit politique. J'entends par conflit politique tout conflit qui affecte les institutions de l'État. Or, nous, à l'UDPS, ce qu'on a là, c'est un conflit, comme je l'ai dit, familial, entre les frères et les sœurs d'une même famille. En réalité, ça doit se soigner en chambre même. On ne risquerait pas de voir l'UDPS se dissoudre. Non, non madame, ne craignez pas ça. Nous sommes habitués à ça. L'UDPS vit comme ça. Et je vous dis que c'est ça le fruit même de la démocratie. Seulement, ce qui a déploré aussi, c'est parce que les conflits, même si ils sont familiaux, il faut les résoudre de manière pas violente. Hein. Donc, il faut user la voie de la non-violence. Maintenant, si les uns ou les autres pensent que c'est la violence qui va faire en sorte qu'ils soient écoutés, c'est quand même ça ce qui est à déplorer. Mais en réalité, les pourparlers sont là. Je crois bientôt là, vous verrez, tous les dissidents seront ensemble et ils feront un communiqué d'ensemble pour vous dire qu'on a résolu nos problèmes. Ce n'est pas le premier problème qui arrive à l'UDPS. On est habitué comme ça. Et on sait comment on résout nos petits conflits. Monsieur Gauthier, vous serez de même avis que moi, bien que vous vous êtes habitué à ce genre de situations. Là, vous n'étiez pas encore au pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes en partie phare parce que vous êtes au pouvoir. C'est maintenant l'UDPS est maintenant en partie au pouvoir. Alors, selon ce que les autres disent, c'est comme si l'UDPS n'a pas été préparé à assumer la tâche
de la responsabilité, comme je dirais, à la présidence. Donc c'est comme si c'est tombé à pic, vous vous retrouvez là, et voilà les conséquences d'aujourd'hui. Que dites-vous? Non, 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 ce n'est pas tombé à pic. L'UDPS a lutté depuis 37 ans, donc ce n'est pas du hasard. Ce qu'on fait là, ce n'est pas du hasard. Nous maîtrisons bien ce que nous faisons. Et ce n'est pas pour rien qu'on est allé aux élections. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu 7 millions et quelques de voix. Donc, ce n'est pas du hasard. Quand je vous dis que dans un parti politique démocratique, la liberté d'expression, c'est parmi les premiers signes. Les signes, vous êtes préparé au pouvoir? Les signes élémentaires, je dis que le président de la République a dit que l'état de droit, l'instauration de l'état de droit au Congo, c'est parmi ses axes prioritaires. Alors, un état de droit implique beaucoup d'éléments, et parmi lesquels, les plus primaires, c'est la liberté d'expression. Et c'est ça qui se manifeste à l'UDPS, au fait. Nous, on ne vit pas la pensée unique. Tel a dit comme ça reste comme ça, il n'y a que ça, non. Nous vivons pluralisme de pensée, pluralisme, comme on dit, du choc des idées, jaillit la lumière. Donc, tout le monde dit ce qu'il pense, nous en discutons, et puis, à l'issue, on aura une solution. C'est au fait ça. Merci, M. Gauthier. C'est un bon exemple pour tous les autres partis. Il faut laisser les débats, il faut laisser les débats ouverts. Alors, dites-nous, comment analysez-vous les 100 jours du président de la République? En tout cas, c'est une réussite. Ça augure de très bonnes choses, moi, je vous assure. Déjà, comme pour rester d'abord sur la matière de l'état des droits, on a vu que les cachots secrets, nous avons été tous victimes. Hein. Nous avons fait 51 jours sans être vus par nos proches, par nos familles, dans des cachots secrets de l'ancien régime. Et aujourd'hui, c'est chose qui n'existe plus. C'est un grand signe déjà du point de vue état de droit et liberté. Ça, c'est un grand signe. Au-delà de ça, je prends les infrastructures, comme commencé par l'ancien président. Nous les poursuivons. Il y a beaucoup de signes, beaucoup de témoignages. Si vous balancez votre micro là en bas, tout le monde va vous dire que nous commençons à voir quand même que quelque chose bouge. Donc les 100 jours promettent, et moi je suis sûr que même... ces mots de route qu'on a vu, on est en train de réhabiliter, l'OVD réhabilite, mais les hôpitaux, l'eau, l'électricité, 100 jours, vous ne trouvez pas que c'était un les peu déplacements, très restreint? Les déplacements d'abord de population, vous voyez le secteur du transport aérien, les déplacements vers Rwanda, Goma, aujourd'hui c'est devenu accessible quand même à tout le monde. C'est quand même accessible par rapport à ce qu'il y avait avant. Alors, M. Gauthier, le président de la République a prêté serment le 24 janvier, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, on est presque le 15 mai. Le président de la République n'a pas encore fait sortir son gouvernement. Exact. Alors, essayez un peu de nous parler, parce que vous êtes des UDPS. Je pense qu'entre vous aussi, vous essayez un peu d'en discuter. Que pensez-vous? Comment un président de la République, 3 mois après, donc 4 mois après, n'a toujours pas un gouvernement? Quelle serait la base? Merci, c'est une question d'actualité, tout le monde en parle, mais je vais aborder ça pas de manière politique, plutôt de manière un peu plus rationnelle et scientifique. La prise de décision, dans les processus de la prise de décision, hein, il y a 3 niveaux. Il y a des décisions stratégiques qui se prennent au niveau supérieur. Ça implique tellement de choses. Ça implique tellement de ressources, en termes de ressources humaines et ressources financières, qu'on ne peut pas les prendre comme ça. Les décisions tactiques et les décisions opérationnelles, par exemple, je peux avoir besoin d'utiliser un stylo, je suis là devant une boutique, je me dis, j'achète les bleus ou les rouges ou le noir. Ça, c'est une décision opérationnelle. Ça se décide au même moment et ça s'applique. Vous pouvez également balayer ça de revers de la main et ça passe. Des décisions stratégiques, comme je l'ai dit,
ne se prennent pas comme ça, parce que c'est presque irréversible. Le choix d'un Premier ministre, je crois que ça relève du président de la République, mais son implication va plus loin. C'est ça la raison pour laquelle moi je crois qu'il a le droit de prendre la décision optimale. La décision optimale, j'ai dit. Parce que souvent les gens se contentent de ce qui les arrange. Une décision qui est déjà bien, qui est satisfaisante. Mais nous, on ne veut pas ça. Le Congo a un problème sérieux, très sérieux, alors sérieux. Il faut une décision très, très optimale pour que nous ayons les meilleurs de ce que le président de la République attend réaliser dans ces pays. Une décision optimale qui fait aussi, le temps passe aussi. Exactement. Alors, il faut du temps. Est-ce que le problème n'est pas entre les deux têtes de FCC et de Cash? Parce que c'est comme si ces deux personnalités-là ne se mettent pas d'accord au choix. Je n'y crois pas trop. Les deux têtes du Cash et du FCC, ils coopèrent. Ils coopèrent, ils se parlent. Ils ont un niveau tellement élevé, ils savent de quoi ils parlent. Et je ne crois pas que le choix d'un Premier ministre est bloqué à leur niveau. Ça, je n'y crois pas. Bon. C'est seulement le temps qu'il faut pour chercher la personne qu'il faut et que la décision soit la plus optimale possible. Selon vous, quel est le critère d'un bon chef de gouvernement? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On commencera déjà par le profil, l'essence de personnalité. Et je sais qu'il y en a, et ça ne manque pas partout. Hein. Tout le monde, dans tous les camps, et que ça soit du côté FCC, que ce soit du côté Cash, les gens qui ont ces profils-là sont là. Mais je dis bien qu'il faut choisir la personne optimale. Ça veut dire que c'est lui qui donnera les meilleurs rendements. Si on choisit par exemple A et qu'il donne 50%, B donne 60%, C donne 80%, on cherche celui qui va donner 99,9%. C'est exactement ça. Comme ça prend du temps, ça veut dire qu'on vous prépare de bonnes choses. Comme je disais avant, les décisions stratégiques ne se prennent pas comme ça à la légère. Souffrons un peu, mais vous verrez que ça donnera de très bons résultats. Des choix que va opérer le président de la République. Ok, merci. Je sais que vous avez quand même votre propre profil, mais vous ne voulez pas l'étaler. Je peux vous comprendre. Alors, nous chutons déjà avec notre interview. Alors, si j'ai demandé à M. Boutier de nous parler un peu de la jeunesse congolaise, parce que vous êtes jeune, vous encadrez aussi des jeunes, et actuellement en RDC, les jeunes se sentent vraiment abandonnés. Et vous, étant que jeune, avec ce nouveau gouvernement, ce nouveau système, un nouveau président de la République, comme jeune, qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau système, ou encore qu'est-ce que les jeunes peuvent attendre de Félix Tshisekedi? Merci beaucoup madame. En parlant des jeunes, j'ai eu mal au cœur quand vous me demandez de donner un avis sur la jeunesse au Congo. J'irai plus loin pour prendre les jeunes les plus jeunes qui ne vont pas à l'école. Et je suis content parce que le président de la République, lors de son discours avec les gouverneurs des provinces, il dit que parmi ces 4 axes, il y a les 4 axes stratégiques. Il parle de l'homme. L'homme doit être au centre de toute action que mènera les gouvernements. Alors, quand il cite les 20 piliers qui vont soutenir ça, il a parlé aussi de l'éducation. Les jeunes ont besoin de l'éducation. Il y a des jeunes qui ne vont pas à l'école. Moi, j'ai du mal à supporter ça. Et ce qu'ils doivent faire, ce n'est pas attendre. Je ne veux pas que les jeunes attendent. Les jeunes doivent agir. Tout le monde doit agir à son niveau. Qu'on n'attende pas les bras croisés, que les présidents fassent tout pour nous. Il faut agir en son lieu, de manière la plus objective possible,
pour que tous nous puissions construire le pays. Merci, Monsieur Gauthier Malika, cadre de l'UDPS. Vous occupez plus de la jeunesse. Un mot de la fin. En tout cas, je vous remercie de nous avoir fait confiance et appelé à cette interview. J'appelle les amis de l'UDPS à se réunir. Les linges sales se lavent en famille, que nous puissions tous laver nos problèmes internes en interne. Et au niveau du pays, je suis sûr, je suis très confiant que nous nous battons, nous cherchons les voies et moyens pour satisfaire le développement social que le président de la République est en train de prôner. En tout cas, que le peuple soit confiant. Par exemple, nous, dans notre lutte, nous allons faire en sorte que les derniers fonctionnaires du pays atteignent un salaire de 2800 $. C'est possible, nous pouvons prouver ça, c'est démontrable. Et nous, on se bat pour ça aussi. Merci beaucoup. Ok.